Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un book haul. Je sais qu'actuellement il y a beaucoup de book haul qui paraissent sur la chaîne, mais comme j'ai déménagé, je récupère mes colis environ une fois par mois ou toutes les 3 semaines, donc j'ai déjà beaucoup de réceptions qui s'emmagasinent et que je ne filme pas au fur et à mesure. Et doublé de cela, voilà, nous sommes dans la grande période des vides-greniers. Et notamment, je suis allée la semaine dernière faire mon vide-grenier favori, qui a lieu 2 fois par an dans un petit village à côté d'Avignon. Et j'ai trouvé plein de choses, voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, en sachant que je suis aussi allée faire un petit tour dans les librairies d'occasion de Clermont-Ferrand. Donc voilà, beaucoup de nouveaux livres dans ma palle. Je vais commencer par les services presse et notamment par 2 box. La première m'a été envoyée par les éditions Albin Michel et elle contient le roman Âme miroir d'Olivia Atwater. La box est vraiment très jolie. Alors j'ai eu très peur qu'elle soit arrivée cassée parce que j'ai entendu des bruits un petit peu étranges lorsque je me suis emparée de la boîte, mais je vais vous montrer ce qui fait un bruit si étrange. Alors je commence par vous montrer un petit peu les objets qui étaient présents dans la box. Donc il y a ici un miroir avec inscrit Théodora, j'imagine donc le nom du personnage principal du roman. Ensuite, donc la boîte d'où émanait ce bruit étrange qui me faisait très peur. Alors, je ne sais pas si vous verrez convenablement, mais en gros, on a plein de petits outils de couture. Un dé, ici on a un ciseau de couturière et plein de petits objets, voilà, qui sont vraiment très jolis. Enfin, c'est vraiment une très belle boîte, très originale. Ensuite un marque-page, alors tout ce qu'il y a de plus classique pour le coup, mais ça sert toujours. Et enfin l'ouvrage, donc Âme miroir, qui est un roman de fantasy si j'ai bien compris, qui se déroule dans un univers dont je ne sais pas grand chose, mais qui met en scène des failles. Alors c'est quelque chose qui se fait beaucoup actuellement, et comme je suis un petit peu en rupture avec le young adulte et particulièrement avec ces histoires de romantasy actuellement, j'espère que ça me plaira quand même. Le roman est très élégant, il est vraiment mignon, mais voilà, c'est vrai que ça m'échappe un petit peu en ce moment, toute cette effervescence autour de titres qui finalement se ressemblent beaucoup et qui n'ont pour véritable valeur que justement leur esthétique extérieure. Mais bon, on verra bien pour celui-ci. Faire son entrée dans la haute société londonienne pour trouver un époux n'est pas un problème lorsqu'on est aussi ravissante et agréable que Vanessa Hastings. Mais pour sa cousine Théodora, qui n'éprouve plus aucune émotion depuis qu'un failli s'est emparé de la moitié de son âme, ce n'est pas chose aisée. Rien ne pourrait vaincre son indifférence, mais alors pourquoi le mauvais caractère du Lord sorcier la perturbe-t-elle autant ? En plus, on a vraiment l'air d'être dans une romance, donc j'espère que ça ira. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis, je serai ravie de vous lire. Je continue donc avec une seconde box qui m'a été envoyée cette fois par les éditions Rajo. Alors je vais avoir un petit peu de mal à vous la montrer dans sa globalité. Je vais vous montrer les éléments les uns après les autres et essayer de ne pas faire trop de bruit avec le papier. Donc la première chose qui se trouve à l'intérieur, c'est une petite bougie qui sent, je ne sais pas, je dirais le propre, enfin... Ah non, peppermint, donc la menthe poivrée, voilà, mais ça a une odeur de propre, clairement. Ensuite, il y a, donc je crois que c'est un petit collier, si je ne me trompe pas, avec une perle qui ressemble à un œil, voilà, j'imagine que c'est en rapport avec l'histoire, bien évidemment. On a un marque-page à l'effigie du roman. Roman qui est donc paru le 13 septembre. Et enfin, nous avons plusieurs cartes, comme ceci. Voilà. Quelques pétales de rose aussi. Et voilà, j'ai fait le tour de la box. Le roman, donc, c'est La Dernière Amazone. C'est publié chez les éditions Rajo et c'est d'Estelle Faye. J'ai relu très récemment cette autrice dont j'apprécie beaucoup la plume. Je trouve qu'elle fait vraiment un travail très intéressant au niveau de la langue. Elle a toujours une capacité assez surprenante à jongler avec les mots et à employer des termes qui sont désuets aujourd'hui. Je trouve que c'est très agréable. Je suis curieuse de la découvrir en young adulte par contre, parce que je ne l'ai lu qu'en jeunesse ou qu'en roman adulte. Dernièrement, je l'ai lu donc sur Nous parlons depuis les ténèbres, je crois que s'appelle ce roman, je vous le mettrai par ici. Donc un recueil de nouvelles horrifiques, un petit peu glauques,
qui regroupait exclusivement des femmes qui traitaient de thématiques très sombres pour justement contrebalancer cette image qu'on a des femmes incapables d'écrire de la littérature horrifique. J'avais beaucoup aimé ce parti pris et voilà, donc c'est vrai que j'aime, jusque là j'ai toujours beaucoup aimé ce que faisait Estelle Faye, là je verrai bien. Élevée par sa seule grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes, Lysia a appris à survivre. Cependant, son existence bascule le jour où l'oracle Tirésias, remonté des enfers, lui annonce qu'elle est la dernière héritière du légendaire royaume des Amazones, vaincu par Thésée une génération plus tôt. Lysia a beau refuser ce destin trop grand pour elle, elle devient une cible pour les dieux de l'Olympe autant que pour les rois humains. Obligée de fuir Athènes, lancée dans un voyage incroyable jusqu'aux confins du monde connu, Lysia luttera pour tracer sa propre route. Finira-t-elle oubliée, écrasée par l'histoire à son tour, ou deviendra-t-elle cette héroïne que les devins attendaient? On est donc sur un roman de réécriture mythologique, donc porté sur la mythologie grecque, c'est quelque chose qui se fait beaucoup actuellement, mais j'aime beaucoup ce type d'histoire, donc je pense que ça me plaira. Puis encore une fois, c'est Estelle Faye et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Toujours en service presse de la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu Louise Michel, Je suis tout en orage de Carole Trébor, qui a écrit plusieurs romans dans cette collection d'Albin Michel, qui est dédicacée en plus, donc j'aime toujours beaucoup cette petite attention. Elle en a écrit plusieurs, alors je ne sais plus lesquels, je crois qu'elle a écrit celui sur Marie Curie, si je me rappelle bien, j'espère que je ne me trompe pas. J'aime beaucoup la collection Destin chez Albin Michel, qui permet vraiment de proposer aux adolescents des textes mettant en scène la vie de personnages qui ont marqué l'histoire, et très souvent de femmes. Donc je trouve ça super, je trouve que c'est un engagement qui est très sympa de la part des éditions Albin Michel Wiz, donc la collection jeunesse. Je pense que celui-ci me plaira aussi. Comme vous pouvez voir, c'est écrit extrêmement gros, donc je dis adolescent, mais je pense que même jeune adolescent, ça va très bien. Donc c'est des ouvrages que je peux mettre à disposition après dans ma classe, ce qui est top. Ce que j'ai reçu ensuite, ce sont des suites de mangas. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai peut-être pas pris toutes les BD qui sont arrivées. Bref, pour commencer, les mangas, donc la suite de Sakamoto Days, qui est certainement le shonen que j'apprécie le plus ces dernières années. Là, vraiment, depuis que j'ai commencé à découvrir cette saga, je me rends compte que très peu de shonen lui sont arrivés à la cheville ces 4-5 dernières années pour moi. Donc c'est vraiment un petit coup de cœur cette saga, et je trouve que ce n'est pas une saga qui s'essouffle de tome en tome. Au contraire, on arrive à toujours je sais pas, créer de nouvelles sources d'attache pour le lecteur, ce qui est très agréable. Et ensuite, pour le pire, qui est un seinen dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui met en scène un homme qui travaille dans les services sociaux et l'aide à l'enfance, qui va se mettre à côtoyer une meurtrière dont on ne sait finalement pas grand chose. Et c'est aussi une saga très sympa, bien que complètement différente. Ensuite, je suis désolée, c'est un petit peu le bazar, hein, parce que j'essaie de vous montrer les choses. En fait, je vous montre les choses comme elles sont disposées devant moi, mais donc ce n'est pas très organisé. De la part des éditions Didier Jeunesse, j'ai reçu L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Sommers, qui est comme ceci. Alors je m'attendais, lorsque j'ai ouvert le colis, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit les éditions Didier Jeunesse, parce que selon la couverture, je m'attendais à un thriller. Alors on est dans un roman, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Londres, 19e siècle, Judith Blackwood, orpheline sans le sou, est envoyée chez son grand-père qu'elle n'a jamais vu. Celui-ci a une passion, les échecs, qui ornent chaque pièce de son imposant manoir. En arrivant, Judith est loin de se douter de ce qu'elle va y trouver. Une famille étrange, une atmosphère pesante et des secrets inavouables. La jeune fille est alors plongée dans une partie mortelle dont elle ne sortira pas indemne. Ça m'a un petit peu fait penser, lorsque je l'ai vu, à Inheritance Game, mais je me suis arrêtée au tome 1 concernant cette saga. Donc à voir si celle-ci me plaît bien. Un petit texte que je suis impatiente de lire parce que j'ai beaucoup aimé le seul roman que j'ai lu de l'auteur, qui était Le Chant des Géants, publié chez les éditions HSN. Il s'agit donc du dernier roman de David Braille, enfin non Braille du coup j'imagine puisque c'est un auteur français, Le Roi des Sylphes. La couverture est très très originale et on est dans un roman de fantasy extrêmement bref. Je ne me souviens plus du nom de cette collection. Ah oui, pardon, Cours toujours, c'est écrit ici. Donc c'est la collection chez Nathan qui propose des romans extrêmement brefs. Donc impatiente de voir ce que peut donner un petit univers de fantasy comme ça sur un texte aussi court.
Je passe à ce que j'ai reçu en plus grande quantité, à savoir les BD, les romans graphiques. Il y en a vraiment quelques-uns, dont Une nuit avec toi de Maran Rakian, publié chez les éditions Glénat. Donc là on est dans un roman graphique horrifique, je pense, au vu de la couverture. En tout cas c'est ce qui m'avait tapé dans l'œil. Actuellement j'ai vraiment envie de lire beaucoup de science-fiction et beaucoup de romans horrifiques. Donc je pense que ce sera très très bien. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Elles sont assez austères, sombres. J'aime beaucoup ce côté-là en ce moment. Voilà, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais actuellement j'aime bien et je trouve que ça sort un petit peu du commun. On a en plus tout un pan de ce roman graphique qui va traiter de la liberté des femmes de disposer de leur corps comme il leur sied. Donc voilà, je pense que tout est fait pour que j'apprécie cette lecture. Ensuite j'ai reçu toujours des éditions Glénat, La vie dans le cosmos, sommes-nous seuls dans l'univers. Donc je vous en parle régulièrement de ces ouvrages publiés par Glénat qui sont toujours très fournis, très denses et qui portent donc la plupart du temps sur la cosmologie, sur les autres planètes, les constellations, sur tout un tas de sujets divers et variés. Alors là je reconnais que celui-ci a l'air un petit peu plus technique que ce que j'ai lu jusque là, quoique le dernier que j'ai reçu sur les trous noirs était déjà assez exigeant, mais là ça a l'air assez costaud aussi. C'est une collection que j'aime bien, donc voilà, j'étais curieuse de savoir comment les choses allaient être abordées, mais je ne suis pas sûre d'avoir les capacités de comprendre tout ce qui se trouve dans cet ouvrage. Un graphique qui m'a grandement intriguée puisqu'il est écrit par Séverine Vidal et illustré par Marion Cluzel. Alors je ne connais pas Marion Cluzel, mais par contre de façon générale j'aime beaucoup ce que fait Séverine Vidal, ce qu'elle propose en young adulte. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les illustrations, et donc j'étais très curieuse de découvrir ce roman graphique que je trouve très élégant, très sobre au niveau de la couverture. Je ne vais pas vous en dire plus concernant le sujet, mais je pense que je le lirai assez rapidement et je reviendrai vers vous bien évidemment pour vous faire un retour. Un ouvrage que je ne suis pas persuadée de vous avoir présenté, c'est Échec de Victor Elpinel, publié chez les éditions Grand Angle. Et c'est un livre qui me tente beaucoup. J'ignore si... Alors je sais qu'il y a des parties d'échecs à l'intérieur parce que je l'ai déjà feuilleté et que sur pas mal de pages, nous pouvons voir des pièces d'échecs et des parties d'échecs. Mais je reconnais que je n'en sais pas beaucoup plus et je ne veux pas non plus en savoir plus ici. En tout cas, il y a une dimension métaphorique du jeu d'échecs et il y a donc le jeu d'échecs vraiment en tant que tel. Curieuse de découvrir ce que ça donne encore une fois. Nous verrons bien, mais je pense que ce sera un petit peu hors du commun, ça sortira des sentiers battus. De la part des éditions Glénat, le tome 2 du Héros du Louvre, Le jeu du silence. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Simplement, je vous fais une petite piqûre de rappel si vous le souhaitez, pour les illustrations qui ont un petit côté historique très sympa. Et dans cette histoire, on va être aux côtés d'une famille, et plus particulièrement d'un père qui essaie de protéger sa famille sous l'occupation. Donc je pense que c'est une BD qui va s'avérer être très émouvante. 2 livres dans la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, donc la collection encadrée par Luc Ferry. Donc Adam et Ève et Don Juan. Donc il me semble que c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, puisque jusque là nous restions exclusivement dans la mythologie, alors qu'ici nous sommes donc dans la représentation du récit biblique et ici dans l'adaptation de classiques de la littérature française. On retrouve cependant le même type d'illustration. Voilà, je vous montre si vous êtes familier déjà avec les autres ouvrages de la collection. On garde vraiment cette empreinte très... comment je pourrais qualifier ça? Très BD classique. Voilà, je n'arrive pas à trouver un terme plus approprié. J'espère que vous me pardonnerez cette généralité, mais en tout cas c'est un petit peu de cette façon que je définirai ces titres-là. De la part des éditions Albin Michel BD, j'ai reçu le tome 2 d'Émission du Greux, donc Opération Le Feu au Lac. J'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé, mais clairement c'était pas non plus la folie, donc je lirai ce tome 2, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai que voilà, ça n'avait pas été la série qui m'avait le plus convaincue dans cette nouvelle collection chez Albin Michel. Enfin, je crois que c'est le dernier, que je ne me trompe pas, oui c'est bien le dernier, donc de la part des éditions Dupuis, j'ai reçu Inoubliable de Fabien Toulmé. Donc des femmes et des hommes racontent l'événement le plus marquant de leur vie. Donc ça a l'air très touchant aussi ici. Mais voilà, on est dans des illustrations beaucoup plus simples.
qui s'apparente, je trouve, énormément aussi à une forme, une expression de la BD classique, puisque je trouve que c'est quand même devenu quelque chose qui s'est démocratisé, ce type de graphisme. Fabien Toulmé, c'est notamment l'auteur de l'Odyssée d'Hakim, qui est une BD qui a très bien marché il y a quelques années. Encore une fois, voilà, curieuse de découvrir ce que ça peut te donner. Et j'ai terminé avec les services presse. Maintenant, tout ce que j'ai à vous présenter, je crois, ce sont des romans. Il y a un petit peu de tout. Majoritairement de la littérature, de l'imaginaire, mais un petit peu de tout quand même. Je commence avec le seul ouvrage graphique que je me suis procuré ces derniers temps. Il s'agit de Histoire de femme samouraï de Benjamin Lacombe. Si j'ai pris cet ouvrage, c'est parce que je l'ai trouvé au prix de 9 € dans un Easy Cash à Clermont-Ferrand et que il en vaut, me semble-t-il, 32. Donc voilà, comme ça faisait un moment que j'avais envie de me procurer cette histoire-là. J'ai également très envie de découvrir les histoires de fantômes au Japon, toujours par Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Mais voilà, j'étais déjà très contente de trouver celui-ci et pour 9 € ça restait quand même assez raisonnable. Quand je vous dis qu'actuellement j'ai envie de lire de la littérature horrifique, eh bien il faut dire que je suis rentrée donc dans une librairie d'occasion il y a peu et en fait beaucoup de chance puisque la plupart des Brajlon Terreur étaient disponibles. J'en ai donc quelques-uns à vous présenter. Je commence par le seul ouvrage horrifique ou tout du moins fantastique horrifique que je me suis procuré, qui ne fait pas partie de cette fameuse collection Brajlon Terreur. Il s'agit de l'Institut de Stephen King. Je vous l'ai dit, me semble-t-il, récemment. Jusque là, les Stephen King, je les lisais la plupart du temps, du coup je les écoutais la plupart du temps, je faisais de la lecture audio. Et je suivais avec le roman à côté, mais en général je faisais ça sur mon téléphone. Mais récemment j'ai eu très envie par exemple de relire La petite fille qui aimait Tom Gordon, j'ai eu envie de relire Marche aux crèves, j'ai eu envie de lire et non pas relire Brume. Donc je me suis dit que lorsque je trouvais ces nouvelles éditions de Stephen King d'occasion, je me les procurais. Et en l'occurrence donc dans la librairie d'occasion dans laquelle je me rendais toujours à Clermont-Ferrand, il y avait ce titre-là qui était à 4 €, donc j'étais ravie. En pleine nuit à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, un surdoué de 12 ans, tue ses parents et le kidnappe. Quand le jeune garçon se réveille à l'institut, la chambre où il se trouve est semblable à la sienne, si ce n'est l'absence de fenêtres. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi ne cherchent-ils pas à s'enfuir? L'institut nous entraîne dans un monde totalitaire qui ressemble étrangement au nôtre. Voilà. C'est un petit côté Stranger Things, je trouve, dans le résumé. Donc, alors celui-ci, je me le suis quand même procuré il y a peut-être 2 semaines, donc en vide-grenier. Laisse-moi entrer de John Ajvid Lindqvist. Alors, je suis vraiment désolée pour la prononciation. Oscar a 12 ans et vit avec sa mère dans une banlieue glacée de Stockholm, solitaire et discret, martyrisé au collège. Oscar n'a Dieu que pour sa nouvelle voisine. Elle est différente, la petite fille ne sort que le soir, ne craint ni le froid ni la neige et exhale une odeur douceâtre et indéfinissable. Oscar trouvera en elle un écho à sa propre solitude et ils deviendront vite inséparables. Mais que penser des meurtres et disparitions inexplicables qui se multiplient dans le quartier depuis son arrivée. Donc ça c'était pour le premier, je continue. Alors je crois qu'il y en a plusieurs de Peter James, voyons voir. Oh, oui, il y a 2 romans de Peter James. Donc le premier c'est Hypnose qui est comme ceci. Et le second, c'est Mort imminente. Alors je vais commencer par le résumé d'Hypnose. Vous pouvez voir qu'en ce moment, je suis très branchée littérature horrifique parce que je vous lis tous les résumés, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Lorsque Charlie voit la maison de ses rêves pour la première fois, c'est comme si elle l'avait toujours connue. Il lui semble même y avoir déjà vécu. Et lorsqu'elle y emménage avec son mari, son impression de déjà-vu se confirme. La voilà hantée par les sinistres souvenirs d'une vie antérieure. Des souvenirs si terrifiants que Charlie décide d'entamer des séances d'hypnose pour tenir à distance ses visions d'horreur. Malheur à celui qui s'aventure dans le passé. Donc, le premier Peter James est donc pour Mort imminente. Tout commence lorsque plusieurs témoins déclarent entendre des coups sourds s'élever d'une tombe toute fraîche dans un petit cimetière d'une banlieue anglaise. Une exhumation est ordonnée. La jeune journaliste Kate Hemingway parvient à y assister. Ce qu'elle voit dans le cercueil ouvert, elle ne l'oubliera jamais. Son enquête la conduit sur les traces d'un anesthésiste obsédé par la question de la vie après la mort. Et rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter dans la sinistre mission qu'il s'est donnée. Bon, alors là, ça a l'air déjà beaucoup plus gore. En général, ça, j'aime pas trop. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, donc il m'en reste 3. Donc un livre de Adam Neuville, celui qui a écrit Le Rituel, que je n'ai pas lu, mais j'ai vu l'adaptation cinématographique
produite en tout cas par Netflix, et je l'avais beaucoup appréciée. Bien que je comprenne qu'on puisse trouver ça un petit peu trop mystique et un petit peu trop explicite sur la fin. De ce que j'entends de façon générale d'Adam Neuville, les fins ont tendance à être un petit peu bâclées et le lectorat a l'air très souvent déçu par les fins d'Adam Neuville. Mais comme je ne l'ai jamais lu, je n'ai pas d'opinion pour l'instant sur la question. J'espère pouvoir revenir rapidement vers vous pour vous dire si je penche en faveur de cette idée ou pas. Stéphanie est seule, sans argent, et elle peine à trouver un logement. La chance lui sourit quand elle finit par dénicher une chambre au loyer abordable dans une vaste demeure de Birmingham. Mais au 82 Edgale Road, on aurait tort de se fier aux apparences. L'atmosphère inquiétante qui règne dans cette maison délabrée inspire un profond malaise, et c'est sans compter les murmures dans la cheminée, les bruits de pas dans le couloir, les pleurs de femmes qui s'élèvent derrière les murs et les accès de violence du propriétaire. Pourtant le cauchemar ne fait que commencer. Stéphanie parviendra-t-elle à s'enfuir de ce lieu maudit d'où personne ne peut l'entendre crier? Un ouvrage de Scott Thomas que je ne connais pas du tout. Alors j'ignore s'il a écrit d'autres ouvrages horrifiques, je ne sais pas du tout. Mais c'est L'horreur de Kill Creek, et ce roman il me tentait déjà quand il est sorti en grand format. Toujours chez les éditions Bragelonne il y a quelques années maintenant, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Je vous l'ai pas indiqué, mais donc hormis Laisse-moi entrer que j'ai trouvé en vide-grenier et que j'ai dû payer peut-être 1€, j'ai payé tous les autres livres 2€ à Easy Cash, toujours à Clermont-Ferrand, donc ça valait carrément le coup de prendre tous ces titres, en sachant qu'actuellement j'ai très envie, encore je me répète beaucoup, mais de lire de la littérature horrifique, donc ça tombait bien puisque leur coût était tout de même moindre comparativement à leur prix neuf qui est donc de 7,90€ pour un livre. 4 maîtres de l'horreur réunis dans une maison hantée, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est l'idée de l'animateur d'un podcast à succès. Les interviewer durant la nuit d'Halloween dans la demeure la plus tristement célèbre du Kansas. Mais ce qui ne devait être qu'un coup de marketing va se muer en lutte pour survivre. Car dans les ténèbres de Finch House, dont les portes sont restées fermées si longtemps, quelque chose les attend. Une entité qui va faire basculer leur carrière et leur propre vie pour les intégrer à l'héritage sanglant de Kill Creek. Bon, alors je sais que ça veut pas dire grand chose, mais au dos, dans les phrases de promotion de l'ouvrage, on compare ce titre à Shining, mais bon, je suis dubitative, bien sûr. Nous verrons donc à la lecture. Et je termine pour cette collection avec Les Ombres de Wiltfell de Michael Rowe, qui a écrit quoi? Non, je me suis trompée après vérification, je pensais qu'il avait écrit un autre titre que j'avais déjà lu, mais ce n'était pas lui. Donc ici nous allons être dans une histoire de fantôme, il me semble. Dressée sur les rives désolées de Blackmore Island, la vieille demeure de Wiltfell tombe en ruine jusqu'au jour où Jameson Browning, qui connaît bien la souffrance, l'achète avec l'intention d'y commencer une nouvelle vie. Son enfance est hantée par une mystérieuse jeune fille portant son visage, qu'il aperçoit parfois dans le miroir. Au fil des ans, ce passé est tombé dans l'oubli. Mais la présence qui rôde dans la maison et la garde jalousement lui est étrangement familière. Elle a attendu Jameson toute sa vie, ou même plus longtemps, et maintenant enfin, elle l'a trouvé. Toujours dans les phrases d'accroche auxquelles je ne crois jamais trop parce que sinon Stephen King aurait lu la plupart des livres horrifiques. Là on a un mot de Clive Barker qui dit que donc il s'agit d'une superbe ghost story destinée aux amoureux de belles histoires évoquant des terreurs à la fois anciennes et modernes. Un roman fantastique de la première classe, voilà. Donc nous verrons. Un autre roman que j'ai trouvé cette fois en vide-grenier qui n'est pas en parfait état, il s'agit de Chasse royale de Jean-Philippe Jaworski. Donc là on bascule un petit peu dans la fantasy, alors fantasy française, avec Jaworski qui est peut-être un peu plus connu pour sa saga Gagner la guerre. La question que je me pose, c'est si Chasse royale est en plusieurs tomes, puisque je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu d'autres, mais paradoxalement, il me semble avoir entendu dire qu'il s'agissait d'une trilogie. Donc je ne sais pas, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me donner plus de renseignements sur la question. Je ne vais pas vous lire le résumé pour ce titre-ci. En fantasy, c'est vrai que parfois j'aime bien y aller sans connaître véritablement l'intrigue. Là c'est le cas, je préfère me garder la surprise. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai peut-être un lien en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre-là. Toujours en fantasy, j'ai trouvé en vide-grenier là encore le premier tome de The Witcher, donc le dernier vœu de Andrzej Sapkowski, donc publié chez Big Bang, c'est la version donc grand format, avec la couverture de la série Netflix. J'avoue qu'il y a des couvertures qui me tentaient plus, mais bon c'est pas grave. J'ai entendu beaucoup de bien de The Witcher ces derniers temps, en ce qui concerne donc l'histoire, mais en livre, donc au-delà du jeu vidéo.
et de la série. Donc je suis très curieuse de me faire ma propre opinion. Je ne m'attendais pas du tout à ça en termes de police d'écriture. Je trouve que vraiment, pour moi on dirait une publication young adulte au niveau de de l'interligne, de la taille de l'écriture. Bref, je suis assez surprise. Je ne vous lis pas le résumé. Si vous souhaitez en savoir plus sur The Witcher, je pense qu'il y a des milliers de sources disponibles pour que ce soit le cas, et je pense que je serai très peu éloquente de toute façon, puisque même là, au niveau de la série, j'ai dû m'arrêter à l'épisode 4, 5 de la saison 1. Donc j'ai à peine commencé The Witcher 3. En jeu vidéo, mais en fait je me suis penchée beaucoup trop tardivement sur la question, donc j'ai eu du mal à adhérer au jeu, mais parce que c'était en termes de graphisme, pas du tout en termes de richesse d'univers. Bref, donc là je vais me faire mon opinion grâce à ce livre là, donc pour l'instant je vais essayer de ne pas vous en dire plus pour ne pas dire n'importe quoi. Là je bascule sur la littérature young adulte. J'ai trouvé Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez les éditions X-Prime, donc là j'ai toujours envie de grogner. J'espère que le cadre n'aura pas trop changé puisque je n'avais plus de batterie, donc je vous parlais de Bord de terre et d'une vidéo de Lemon Jaune qui remonte maintenant à des années, je ne sais pas exactement combien. Il m'avait donné extrêmement envie de découvrir ce titre de fantasy. Donc ici on suit Inès, 12 ans, qui est du genre à castagner sur ceux qui cherchent des embrouilles à son grand frère autiste Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là il ne parvient pas à retenir Inès qui, courant après son chien, bascule dans un univers parallèle, Bord de terre. C'est le nom de cette ville perchée comme une plante sauvage sur une faille entre deux plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Voilà. Donc là, j'imagine que... Alors c'est publié chez X-Prime, donc on n'est pas non plus dans la collection Pépix, très très jeunesse, de Sarbacane, mais en même temps j'ai quand même l'impression qu'il y a un côté très jeunesse dans ce titre là. Alors au niveau de la description des personnages, moi ça me fait pas mal, alors même si Ophélie est plus âgée, ça me fait un petit peu penser au personnage de La Passe Miroir, à voir comment l'univers se compose, mais j'en suis très curieuse. Je vais vous parler tout à l'heure de Séverine Vidal, et j'ai notamment trouvé Envie de grenier aussi, quelqu'un qu'on aime, toujours chez Sarbacane, toujours dans la collection X-Prime. Voilà, comme j'aime beaucoup ce que fait Séverine Vidal, dès que je tombe sur un de ses romans, je me le procure. Mais c'est vrai que neuf, je les trouve rarement, sauf lorsqu'ils viennent de sortir. Je pense notamment à Sous ta pour le feu, que j'avais eu la chance de recevoir en SP, mais que j'ai finalement très très peu vu en librairie. Et c'est un petit peu la même chose pour ces titres publiés chez Sarbacane, puisque j'en ai un autre dans ma palle qui s'appelle Désastre, qui parle de la relation mère-fille, si je me souviens bien. Et c'est pareil, je l'ai très rarement vu neuf, et là celui-ci donc de même, j'ai dû me le procurer d'occasion. J'aurais vraiment préféré les deux que je vous ai montrés là, j'aurais vraiment préféré me les procurer neuf, mais c'est vrai que je les trouve rarement en librairie. Et comme, je veux dire, quitte à soutenir une maison d'édition, je préfère 1000 fois soutenir les éditions Sarbacane dont j'apprécie énormément le travail, qui font toujours des choix très audacieux en matière de titres. Qui ont été porteuses pendant très très longtemps de messages très avant-gardistes et très importants. Donc voilà, à choisir, très clairement je préfère acheter les ouvrages de Sarbacane neufs, mais voilà, il y a certains titres que je trouve rarement que je pourrais commander, c'est vrai, mais bref, ce n'est pas ce que je fais spontanément. Donc je suis tombée sur Quelqu'un qu'on aime, qui est donc un roman young adulte contemporain. J'en sais pas beaucoup plus et j'ai pas forcément envie de lire le résumé parce que les chapitres sont extrêmement brefs. Je pense que je le lirai très très vite. Je préfère donc me garder la surprise. Si vous l'avez lu, je serai ravie de lire vos avis, ça c'est une certitude. Un ouvrage que j'ai pris simplement parce que je l'ai trouvé d'occasion, là pour le coup c'est le contraire, autobiographie de Christina Loren, publiée chez les éditions Hugo Newey. Je l'ai pris parce que simplement ce roman a fait le buzz absolument partout, qu'il a été vraiment plébiscité, très très mis en avant, et j'étais curieuse de savoir ce que ça donnait. Je ne le ferai absolument pas passer en priorité, et je ne suis pas sûre de vous en reparler sur la chaîne parce que je n'ai pas spécialement envie de promouvoir des ouvrages de chez Hugo, même si ça m'arrive parfois de vous parler
Brittany et Chérie par exemple, ou si je vous ai parlé des romans d'Alicia Garnier que j'apprécie énormément pour tout ce qu'elle est et pour tout ce qu'elle fait aussi, hein. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de mettre en avant le travail d'Hugo. Je l'ai fait pendant longtemps, j'ai été en partenariat avec Hugo pendant longtemps. Je pense que j'ai dépassé ça, je n'ai plus spécialement envie et je pense que j'aurais pas grand chose à en dire en fait, encore une fois. Donc à moins que ce soit un gros coup de cœur et que j'ai des choses très spécifiques à mentionner sur ce titre là, je ne suis pas sûre que vous le reverrez sur la chaîne. Je termine avec 3 ouvrages. Le seul classique, c'était curieux hein, qu'il y ait un seul classique. Alors il y en a d'autres en réalité, mais je ne vous les présente pas puisque ce sont des ouvrages que j'ai pris pour ma classe. Et ce sont des ouvrages qui sont donc déjà présents dans ma bibliothèque. Je les ai pris parce qu'ils étaient à des prix très très abordables. Et que ça enrichit un petit peu la bibliothèque que j'ai donc dans la classe. Bref, le seul donc que j'ai trouvé pour moi c'est Gros câlin de Romain Gary, donc il l'avait écrit sous le pseudonyme Émile Ajar. Depuis ma découverte de La promesse de l'aube, j'ai envie de lire la totalité de l'œuvre de Romain Gary, c'est pour cette raison que je me le suis procuré. Ensuite j'ai pris Cher connard de Virginie Despentes. Je sais déjà que je vais être déçue puisque j'ai commencé à le lire et que je me suis dit mais où sont passées les belles années, les King Kong Theory, les baise-moi, les jolies choses, bref, ces titres qui avaient vraiment une identité tellement puissante, je trouvais. Alors je sais que beaucoup de personnes ont découvert Virginie Despentes avec Vernon Subutex, ont vraiment adhéré. En ce qui me concerne, je n'ai jamais terminé le tome 1. Il faudra peut-être un jour que je m'y penche quand même et que je m'attelle à cette tâche, mais je dois reconnaître que je n'ai pas été conquise comme beaucoup de personnes concernant Vernon Subutex. Je pense que j'essaierai la série. Il y a également un roman graphique qui est paru, donc pourquoi pas essayer. Mais en tout cas, pour Cher connard, voilà, j'ai lu un petit peu. Et pour l'instant, je suis pas du tout convaincue. Pas du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment surfer sur la vague d'un féminisme qui est complètement obsolète et hors sol compte tenu de tout un tas de choses, de la situation politique aujourd'hui, de la situation idéologique, des véritables problématiques et discriminations que vivent les femmes au quotidien. Pour toutes ces raisons-là, enfin, je trouve que c'est presque enfoncer des portes ouvertes en fait, ce type de titre. Donc je ne suis pas très fan pour l'instant, mais je le terminerai bien évidemment. C'est un roman qui est assez bref et de toute façon, même si je ne suis pas adepte de l'idéologie défendue par Despentes, j'apprécie tout de même son style, même si je le trouve un petit peu moins percutant qu'il y a quelques années. Et enfin, je termine ce book haul avec une autrice que j'aime bien, même si tous ces titres ne m'ont pas plu. Le cœur synthétique de Chloé Delhomme, il me semble que c'est le titre avec lequel elle a remporté le Renaudot il y a quelques temps. Alors non, pas le Renaudot, le Médicis. J'aime en général bien ce que fait Chloé Delhomme dans le sens où je la trouve bienveillante avec ses personnages. Il y a souvent un discours féministe qui émane de ses histoires, mais aussi je trouve qu'elle a un côté un petit peu loufoque qui manque dans le paysage de la littérature contemporaine, de la littérature blanche. Donc voilà, curieuse de découvrir ce titre, même si comme je vous le dis, voilà, ça n'est pas toujours le coup de cœur escompté. J'aime quand même bien découvrir ce qu'elle fait. C'est tout pour ce book haul, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce n'était pas trop long parce que je vous ai présenté énormément de titres aujourd'hui, je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages, comme d'habitude je serai ravie de vous lire, de répondre à vos commentaires du mieux que je peux et le plus rapidement possible parce qu'actuellement, sachez que je lis tous les commentaires mais je mets du temps à y répondre parce que j'aimerais le faire correctement, mais en général je les lis, les commentaires sont très longs, très argumentés, très bien formulés et j'aimerais pouvoir rendre l'appareil mais faute de temps, je les lis et je me dis je répondrai dans quelques jours et puis finalement 10 jours passent et je n'ai pas répondu. J'en suis vraiment désolée, ce n'est pas parce que je ne réponds pas immédiatement que je ne vous lis pas. Bien au contraire, je lis chacun de vos commentaires et tous me touchent énormément, donc n'hésitez pas à continuer à me donner vos opinions, à me dire ce que vous pensez, à me corriger aussi lorsque je fais des erreurs. C'est toujours un véritable plaisir de vous lire. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.